À chaque fois, je me disais, Heidi, c'est incroyable ce qu'elle a bâti, mais je vois jamais son équipe. Et ça a été clé. Ça a été un moment qui a changé, en fait, le cours de l'agence. Ça, tu le couperas dans ton affaire. Ça, Ça, c'est le secret des dieux, ça. On le dira off caméra. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis en compagnie de... J'ai tellement d'éloges pour Heidi. Bienvenue Heidi, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour le podcast. Je vais juste parler rapidement qui tu es, etc., notre relation, et ensuite tu pourras toi-même surenchérir sur ça. Donc, fondatrice et directrice de HP Associés, ça fait plus de 10 ans. Presque 15 maintenant. 15 ans maintenant, voilà, que tu as fondé cette agence immobilière. Moi et toi, on a vraiment une relation très particulière. C'est un peu grâce à toi que voilà, j'ai commencé dans l'immobilier. Donc ça tenait vraiment à cœur pour moi que tu sois là, une des premières invitées du podcast. Merci Adam, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec toi. Donc voilà, si tu peux nous dire déjà pour commencer qui est Heidi. Oui, ben merci encore Adam. Alors pour être très simple, je suis dirigeante d'agence et la propriétaire d'HP Associés. Et c'est une agence immobilière qui se spécialise dans l'accompagnement des nouveaux arrivants au Canada et les investisseurs étrangers. Et à la base, il y a plusieurs années de cela, je venais du milieu hôtelier et on a décidé de faire un amalgame entre la conciergerie hôtelière et l'immobilier. Et de ça est née l'agence immobilière. Ok, donc si je comprends bien, c'est vraiment... donc tu t'es basé sur un concept de conciergerie hôtelière pour fonder une agence immobilière. C'est quoi les similarités que tu voyais par rapport à la conciergerie immobilière? Enfin, hôtelière, pardon. Oui. En fait, quand j'ai commencé, j'avais pas réalisé que ça ressemble drôlement à des services de relocalisation qui sont devenus très populaires depuis. Alors, c'est vraiment d'aller au-delà de la transaction immobilière. Il y a tout un volet d'accueil au Canada, découvrir son pays où on va venir s'installer, un gros volet touristique à travers cela, parce qu'on se rend compte que les gens, quand ils arrivent au Canada, en fait, il ne s'agit pas de dire quel type de maison voudriez-vous acheter ou dans quel genre de bien vous voudriez investir, mais plutôt de dire, venez, je vais vous faire découvrir les quartiers. Puis je vais vous expliquer comment ça fonctionne au Québec, quelles sont les règles, quelles sont les choses à considérer, de quoi va avoir l'air votre vie ici. Donc, c'est tout ça, ce volet-là, qu'on a incorporé à même l'offre d'agence immobilière. Puis, je touche du bois, mais on a eu un beau succès, un beau parcours. Comment disons que voilà, tu as un client, la majorité de tes clients, j'imagine, qui te contactent, pas du Canada, vu que c'est une clientèle internationale. Est-ce que tu arrives à les faire venir avant pour leur montrer un peu la ville, ou est-ce que vraiment ils sont plus concentrés sur « moi, je veux m'acheter une propriété avant de venir » Comment tu vois la chose par rapport à... Ça a évolué au fil des années. Okay, Donc, on est devenu plus efficace dans notre approche. Avant, on rencontrait nos clients une fois qu'ils étaient arrivés sur Montréal et on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop tard dans le processus. Il fallait communiquer avec eux avant leur arrivée à Montréal. Et c'est là où est-ce que, justement, notre démarchage a été plus efficace parce qu'on se rend en Europe. On participe à des activités, des webinaires, des réunions pour les gens qui ont l'intention de venir s'installer à Montréal. Donc, habituellement, on va rencontrer nos clients 9 à 12 mois avant leur arrivée au Québec. C'est vraiment smart. C'est la première fois que je pense à cette idée-là. Et c'est juste ton processus par rapport à ça. Donc, j'imagine que tu as des équipes qui sont sur place pour faire ça, ou est-ce que tu fais des voyages d'affaires, toi, ou est-ce que c'est plus quelqu'un de ton équipe? Alors ça aussi, ça a beaucoup évolué au fil des années. C'est le cheminement. Oui, c'est ça, c'est le chemin parfois, c'est le parcours du combattant. Alors, c'était de trouver des alliés qui transigeaient avec le même type de clientèle que nous. Donc, de s'allier avec des avocats en immigration. Il y avait des partenaires financiers aussi qui avaient des antennes en Europe. Des gestionnaires de patrimoine qui recherchent à diversifier le portefeuille de leurs clients,
travailler avec d'autres entreprises de relocalisation qui, eux, ont des mandats de compagnies ici au Québec, qui recrutent à l'étranger. Alors, tout ça, c'est vraiment un processus qui a pris plusieurs années pour bâtir, premièrement pour comprendre comment rejoindre cette clientèle-là, puis après ça, pour bâtir les relations qui nous permettraient de parler avec cette clientèle-là. Comment t'es venue l'idée de cette agence de relocalisation? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça? Oui. J'imagine que tu as travaillé avant de fonder la compagnie, tu faisais quelque chose avant. Alors, je ne sais pas si je peux le dire, mais là, je vais me permettre d'être honnête, puis je vais le dire. J'ai adoré mon métier en hôtellerie. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a passionnée. Et on a décidé de fonder une famille, moi et mon mari. Et c'est mon mari qui m'a dit, écoute, Heidi, je pense que ça t'irait bien d'aller travailler dans l'immobilier. Donc, j'ai fait mes cours, j'ai commencé à travailler en immobilier et je n'ai pas aimé ça. Et c'est très drôle de dire ça 15 ans plus tard, parce que maintenant, je suis une dirigeante d'agence immobilière. Mais c'est là où l'idée est venue de dire qu'est-ce que j'adorais dans mon métier hôtelier et comment je peux l'amener en immobilier. Et cette rencontre des deux industries a fait que maintenant, j'adore mon métier. C'est deux métiers vraiment très étroits. Moi, je suis dans l'hôtellerie, dans l'immobilier aussi. Donc, ça se rattache vraiment. Il y a beaucoup de choses qui se rattachent. Toi, ton premier regard par rapport à ça, que tu t'es dit, voilà, on va même aller, disons, c'était quoi en fait dans l'hôtellerie? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu t'occupais du service à la clientèle ou tu avais plus une tâche particulière? Au début, j'ai travaillé au niveau des réservations et après au niveau de la réception. Après, je suis devenue directrice de la réception et éventuellement directrice des opérations. Donc, on a vu la progression, puis aussi les responsabilités du service à la clientèle, mais après ça, la gestion d'une équipe, la gestion des opérations complètes. Donc, c'était vraiment un beau bagage pour justement amener maintenant dans mon métier actuel. Et c'est tellement vrai le parallèle que tu fais entre l'hôtellerie et l'immobilier parce que c'est un peu l'équivalent de l'hôtellerie parce que nos clients étrangers sont venus acheter des propriétés que maintenant on gère. Donc, ça rejoint complètement le métier. Prendre soin des locataires, prendre soin de l'immeuble comme tel, les relations avec les copropriétés. Tout cet amalgame-là, c'est véritablement de la conciergerie immobilière. Je te dirais que la différence, c'est l'hôtellerie, ça va rester du 30 jours et moins. Oui. Donc, c'est vraiment des séjours court terme. Alors que ce que vous faites, de la gestion de patrimoine, une gestion immobilière classique, ça va vraiment être des baux sur 1 an. Est-ce que vous faites peut-être plus court? Ça fait moins de gestion aussi, j'imagine. Oui. Alors, c'est sûr que sur le parc qu'on gère, on va toujours tenter de cibler des locations long terme. Alors, long terme, ça va être 12 mois et plus parce que, il y a une stabilité justement dans l'appartement, il y a moins d'usure. Et du même fait, ça nous a aussi permis de développer des relations avec nos locataires qui, rapidement, dans quelques années, deviennent nos clients également. Et c'est un modèle d'affaires qui, j'ai le mot en anglais, il faut m'excuser, self-sustaining, ouais, entre toutes les activités. Qui se rejoint. Oui. OK. Exactement. Ouais, mais qui se recoupent, qui s'alimentent, disons. Mais moi, j'arrive pas à traduire le mot, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Est-ce que tu peux parler donc davantage de ton rôle dans HP Associés? J'imagine que tu es passé par toutes les étapes avant d'arriver... même parce qu'on dit souvent, même si tu montes ta compagnie, il faut passer dans ta compagnie par tous les échelons. Oui. C'est quoi en ce moment ton rôle, et spécifiquement, on va dire, day-to-day de ce que tu fais? Oui. Alors, il y a le rôle de dirigeante d'agence. Alors ça, c'est vraiment de s'assurer que l'équipe est bien formée, l'équipe a les compétences pour exécuter leur travail, vraiment plus au niveau du courtage. Donc, il y a vraiment un volet conformité, formation. Et pour les autres activités, pour la relocalisation puis pour la gestion, c'est vraiment plus un rôle de développement d'affaires maintenant. D'aller bâtir ces partenariats-là, d'aller créer le relationnel, de s'assurer que l'équipe aussi partage la même vision.
Mais on est quand même une petite entreprise, ce qui fait en sorte que parfois, je dois retourner quand même sur le plancher pour porter main forte. Fait que d'une journée à l'autre, c'est très différent. Mais c'est vrai que maintenant, c'est plus un rôle de développement d'affaires. OK. Parce que faut le dire, on a travaillé ensemble étroitement. Oui. Donc moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, on était dans les mêmes bureaux. Dans les mêmes bureaux, oui. Et tu sais, à chaque fois, je me disais, Heidi, c'est incroyable ce qu'elle a bâti, mais je vois jamais son équipe au bureau. C'est vrai. Donc je me disais, mais comment ça fonctionne une dirigeante d'agence immobilière? C'est une bonne question. Comment tu fais pour gérer, c'est ça? J'imagine que ton équipe est majoritairement, les courtiers sont sur le terrain, c'est ça? Oui, exactement. Fait que là, il y a plusieurs choses parce que les nouveaux clients sont dans leur pays d'origine. Nos courtiers sont sur la route. Et depuis la COVID, il faut dire que chacun travaille à la maison, en télétravail. Donc ça, c'est un des défis de l'agence, en fait, de s'assurer de faire des rencontres assez régulièrement pour vraiment souder l'équipe ensemble. Alors, plus tard, sûrement que tu me demanderas les défis, mais voilà, on en a déjà identifié un. C'est que chacun travaille indépendamment, puis il faut rallier tout le monde autour d'une idée centrale. Alors, c'est pour ça que tu me voyais souvent juste au bureau, moi, ou le bureau, c'était un lieu de rencontre pour des réunions. C'est ça, c'est vrai que c'était très souvent ça. Oui. Je voyais Denis. Oui, c'est ça. Il y en avait, d'ailleurs, est-ce qu'il travaille encore? Oui, Denis est encore avec nous autres. C'est oui, ça. C'est la relation que vous faites entre la France et le Canada. Donc, si tu peux juste un peu élaborer, on va revenir sur la relation entre la France et le Canada chez ASP Associés. Mais juste pour un peu, peut-être expliquer un peu ton équipe, le processus et pas le nombre nécessairement, parce que c'est difficile de quantifier, vu que vous avez des associés ou des partenaires en France. Peut-être juste ici à Montréal ou dans les alentours, c'est quoi ton équipe sur place? Alors, pour te donner une idée de grandeur de l'équipe, on est une vingtaine de personnes. OK, c'est quand même... alors, sur les 20, il y a 10 courtiers. Okay. Et après les 10 autres personnes, je m'inclus moi. J'inclus 3 personnes à l'administration. On a une directrice des opérations qui voit surtout la gestion. On a un directeur de développement d'affaires. Donc, chacun a vraiment son rôle. Je dirais qu'il y a 5 personnes qui s'assurent que la relation avec le client ou la transaction se passe bien. Les 5 autres personnes sont vraiment dédiées à bâtir les relations avec les partenaires. Alors, ça prend beaucoup de temps, en fait, parce que faut faire le relationnel, mais aussi un gros volet éducatif. Donc, il faut bâtir comme un professeur, son plan de cours, sur quoi on va communiquer. Il faut le garder avec l'actualité. Alors, voilà. Alors, on est une vingtaine de personnes. C'est vraiment... Que tu ne voyais pas au bureau, tous en même temps. Je les voyais pas au bureau, mais ça reste admirable d'avoir autant de personnes. Parce que moi aussi, je gère des gens sur le terrain, que ce soit des gars de maintenance ou des gens qui font des locations, etc. Mais je trouve, quand tu vois pas ces personnes à tous les jours, ça reste compliqué de savoir exactement... Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? C'est quoi les relations qui se font? C'est quoi le service qui est déployé? Et c'est drôle qu'on n'avait pas parlé qu'on aborderait ce sujet-là, mais c'est vraiment une des choses qui revient à chaque fois qu'on a une réunion d'équipe administrative. Il y a Audrey, notre directrice des opérations, qui parle constamment du fait qu'il faut créer un lien d'appartenance. Il faut que les gens se rallient tous ensemble. Alors, c'est pas un défi qu'on règle, c'est plutôt quelque chose qu'il faut entretenir à l'année longue. Pas toujours évident. Ben, je suis 100% d'accord avec toi sur ça. Donc ça, tu m'as dit tu as une personne qui s'occupe de ça à temps plein, qui s'occupe de s'assurer que le travail avec les partenaires à l'étranger soit bien fait, que toi, c'est juste superviser et comme tu as dit des fois, bien sûr... Ah oui, je suis encore très sur le terrain. Aider sur le terrain. Absolument. Ouais. Est-ce que ça t'arrive encore de rencontrer des clients pour des visites, etc.? Alors, je vais aller remplacer mes courtiers ou parfois, j'ai des clients qui me suivent depuis 10 ans maintenant et ça me fait du bien d'aller sur le terrain parce que je comprends maintenant le feedback que les équipes sur le terrain peuvent me faire.
Un exemple très simple, la bureaucratie, ou du moins l'administratif qui entoure une transaction immobilière, s'est beaucoup alourdi dans les 3 dernières années. Et j'ai remplacé justement notre adjointe pendant une semaine qu'elle était partie. Et je me suis dit, wow, ce qui me prenait 20 minutes à monter il y a 3 ans m'en prend maintenant 1h20. Et c'est ça la bonne chose de retourner sur le terrain pour vraiment savoir ce n'est plus comme c'était il y a 5 ans, mais voici comment c'est maintenant. Comment tu l'expliques? Est-ce qu'il y a eu un changement dans les lois ou... Oui, absolument. Donc, le courtage est légiféré par l'OACQ, qui est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier au Québec. Et ils ont changé les règles. Et maintenant, il y a beaucoup de divulgation qui doit se faire aux clients, notamment de son rôle de courtier. Il y a la loi 25 qui est sortie aussi, il y a quelques années, mais vraiment son implantation finale est sortie au mois de septembre, qui ça aussi alourdit le processus de consentement. Il faut avoir des formulaires. On est maintenant soumis à une réglementation qui s'appelle la CANAF, qui est pour le blanchiment d'argent. Donc, il y a d'autres vérifications et d'autres formulaires à compléter. Et tout ça vraiment alourdit le travail. Toujours plus de... Oui, plus de papier. Toujours de... Je suis pas certaine que ça a vraiment amélioré la vérification, mais bon, il faut s'y faire, il faut le faire. Je voulais qu'on parle... bon, on a parlé voilà, de ton équipe, etc. Je voulais qu'on parle vraiment de la relation entre... Enfin, comme on en a déjà un peu parlé, mais de la relation entre HP et associés et les partenariats que tu fais à l'étranger. Comment... Je sais que c'est un long processus, mais j'imagine que vous avez sûrement des techniques pour voilà, bâtir cette relation. Mm-hmm. Est-ce qu'une fois que tu as un client, est-ce que le but, c'est vraiment de retravailler avec lui dans le futur? Oui, il y a 2 parties à ta question, en fait, qui est super intéressante. La première partie, c'est comment on a fait justement pour établir cette relation-là avec les partenaires. Alors, je ne sais pas comment les autres entreprises le font. Je ne peux te parler que de mon expérience à moi et je dois dire que ça a été un processus qui a été beaucoup essais et erreurs et qui s'est inscrit sur 10 ans. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il faut vraiment s'allier, ou du moins dans mon cas, il a fallu que je m'allie d'un plus grand partenaire. Donc, si on parle une banque qui fait du démarchage en Europe, vraiment créer cette relation-là avec la banque ici à Montréal et ensuite être capable d'aller faire du démarchage en Europe en ayant cet allié-là. Et après, ça a un effet exponentiel. Donc, vous allez rencontrer d'autres firmes d'avocats, d'autres firmes de fiscalistes, d'autres gestionnaires de patrimoine. Et là, vous aurez votre envol à partir de là. Du moins, c'est comme ça que ça s'est passé dans mon cas. Mais essai-erreur. Et ensuite, la relation avec le client, c'est un investissement à long terme qu'on fait. Alors, chaque entreprise a des méthodes de marketing différentes. Nous ne faisons jamais du marketing traditionnel. Ce n'est que du bouche à oreille, ce n'est que du relationnel. Ce qui fait que la relation que j'ai avec un client aujourd'hui, j'espère qu'il va rester avec nous pendant les 20 prochaines années et qu'il va pouvoir nous référer d'autres collègues. Donc, vraiment, c'est dans la relation qu'on investit plus qu'autre chose. C'est très intéressant ce que tu as dit par rapport au marketing, parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, comment ça évolue, j'en parlais hier, je recevais un courtier commercial, et lui, il me disait qu'il est très sur LinkedIn, il est très sur les réseaux sociaux, il a besoin de montrer voilà, qu'il est actif, etc. Mais c'est vrai que dans le domaine, comme tu disais, conciergerie hôtelière, basé sur ça, même moi, de mon côté, avec les personnes avec qui je travaille, c'est vrai qu'on utilise... J'ai l'impression que ce domaine, il est à part par rapport à ça. C'est vraiment que c'est des tierces parties, tu travailles avec... c'est des collaborations comme ça internes, mais c'est pas relié au marketing 3.0, si tu veux, comme on l'appelle. Et c'est super intéressant que tu dises ça parce qu'on a fait, à travers cette épopée-là, plein d'essais-erreurs et tout ce qui a été dédié au grand public n'a jamais fonctionné, en fait. Et tout ce qui a fonctionné, c'est quand on fait, je m'excuse, je vais le dire en anglais encore, old school business. Et c'est de rencontrer quelqu'un, de bouche rencontrer... à oreille. Oui, exactement. Et vous savez, la notion d'aller voir le concierge dans l'hôtel qui dit « Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un en immobilier pour m'aider? » Elle est là, ma niche. Oui, je connais quelqu'un. Et c'est la même chose avec les banquiers, ou peu importe.
C'est vraiment le old school approach. Et je pense malgré tout que dans certaines niches, cette approche-là aura beaucoup plus de succès que n'importe quelle autre approche, justement, de LinkedIn, Facebook, campagne publicitaire. Ouais. Pour moi, ça ne me parle pas. Puis les fois que j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Mais le old school a toujours bien fonctionné. Et si tu as quelque chose qui marche, de toute façon... Oui, voilà. Don't break it if it works. Si c'est ton... Exactement. Si c'est ton modèle d'affaires, si ça a toujours marché comme ça. Donc, en termes concrets, en termes de méthode, c'est vraiment... Voilà, ça reste bouche à oreille. Est-ce que tu connais quelqu'un qui cherche une propriété, que ça soit tu fais affaire avec des avocats, comme tu as dit, en immigration, etc. Oui, il y a ce volet-là, mais il y a aussi le volet de faire l'alliance. Si on fait une alliance avec une compagnie de relocalisation et qu'on leur propose de faire des webinaires à toute leur clientèle, alors ça, on va y aller, mais ce n'est pas sous l'angle de la publicité. Ça va être plutôt, on va vous apporter notre savoir-faire et dans 2-3 ans, on verra les retombées de ça. Parce que les gens vont se rappeler de nous quand le temps va être arrivé. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est sur le terrain, c'est du contact humain, que ça soit conférence. Je te l'avais pas mis dans les sujets à aborder, mais si on en parle maintenant, est-ce que vous êtes axé aussi sur, je sais pas, sur des conférences, sur quelque chose qui est vraiment, voilà, pas trouver un public cible, rencontrer des gens, faire, comme tu m'as dit, des partenariats à l'étranger. C'est exactement ça. Alors, au début de chaque saison, on produit 10 à 15 sujets de webinaire. Il y en a qui sont ludiques, il y en a qui sont vraiment plus informatifs, sur une panoplie de sujets, puis on les propose à nos partenaires, qui, eux, en retour, les proposent à leurs clients. Ce qui fait qu'on arrive à rayonner, de par notre expertise, un peu partout. Et ça a été clé. Ça a été un moment qui a changé, en fait, le cours de l'agence. Ça a été un bon succès. Quand tu dis webinaire, oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu le terme? Oui. Alors, c'est en virtuel. Okay. Ah, mais tu vois, c'est un bon point, ça. Quand la COVID a commencé et qu'ils ont dit que les frontières sont fermées, je me suis dit, ça va être problématique, ça pour l'agence. Ça va être problématique pour une agence oui, exactement. Qui est concentrée sur... Oui, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Fait qu'on s'est regroupés ensemble et on s'est dit, écoute, on va continuer à communiquer avec notre clientèle, même si elle ne peut pas venir, parce que de toute façon, un jour, les frontières vont rouvrir. Et là, vraiment, on a bâti cette expertise-là. Et je pense qu'on a été reconnus pour cette expertise-là parce qu'il y a des entreprises qui sont venues nous voir pour nous demander est-ce qu'on pourrait faire un webinaire ensemble, le co-animer? Qu'est-ce que tu en penses? Quels sujets vont être intéressants? Puis là, à force de faire beaucoup de webinaires, on se rend compte, voici l'information que les gens veulent. Donc, on leur donne cette information-là. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, les gens, dans les webinaires? Si on parle de les nouveaux arrivants, au début, on parlait beaucoup de comment c'est le processus d'achat au Québec. Et je me suis dit, non, c'est pas ça. Les gens, ils veulent savoir comment ça se passe, la location. Qu'est-ce qu'il faut que je considère? De quoi va avoir l'air ma vie quand je vais arriver au Québec? Là? Puis combien ça va me coûter pour aller me louer un appartement? Est-ce qu'on parle de 800 $ ou on parle de 4 000 $? C'est ça qu'ils voulaient savoir. Okay. Fait qu'on a bâti les webinaires sur ce sujet-là. Et après, ces gens-là, quand ils ont pris nos services pour la location, ils nous appellent quand ce sera le temps d'acheter ou d'investir, peu importe, parce qu'on aurait été un bon conseiller dès le début. Et dès leur arrivée, on a été une personne conseil. On a été là pour eux. Donc, c'est ça l'investissement dans la relation à long terme. Mais je suis très curieux de savoir c'est quoi à peu près le taux de... Ben, on va en parler d'un taux de conversion. Ah, c'est bien ça. Tu parles mon langage. C'est ça. C'est quand il faut te parler, il faut te parler de conversion. Alors, en fait, avant, le taux de conversion était d'environ 40 %. Okay. Maintenant, avec les taux d'intérêt qui ont monté, on voit que le taux de conversion est environ à 20 %. Okay. Mais... Une baisse quand même de presque la moitié. Oui, absolument. Mais... le bouche à oreille. Alors, ce client-là, avant, peut-être nous référait à 2 ou 3 personnes. Aujourd'hui, on voit que ce client-là nous réfère à 4 ou 5 personnes. Donc, on a réussi à compenser. De toute façon, il faut toujours s'ajuster au marché. Et à travers l'information, à travers le don de son savoir-faire, je pense que les gens apprécient beaucoup
tu parlais du marché actuel. On peut en parler plus en profondeur. Euh, c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué pour tout le monde, on va pas se le cacher. Comment tu vois cette évolution-là par rapport au taux d'intérêt, par rapport à ta clientèle, les gens qui... Est-ce que, tu viens de le dire, il y a une baisse. Est-ce qu'il y a vraiment une baisse des gens qui veulent venir au Canada ou est-ce que tu n'as pas vu de différence par rapport à ça? Alors, c'est difficile parce que on est bien implanté. Donc, s'il y avait une baisse énorme sur le marché, on ne l'a pas encore vu beaucoup. Par contre, les choses qui nous ont impacté, on en parlera peut-être un peu plus tard, c'est l'interdiction d'achat par les non-Canadiens d'immeubles pendant 2 ans. Ça nous a impacté et on a fait un changement pour vraiment aller promouvoir les services de location pendant ce temps-là. Alors, pour les nouveaux arrivants, définitivement, il y a moins d'achats qui se font. L'impact des taux d'intérêt est quand même très important. Au niveau des investisseurs étrangers, nos investisseurs vont venir acheter des plex, mais pas des plex, des duplex, des triplex, mais plutôt des quadruplex, des 5plex, des 6plex. C'est vraiment dans cette gamme-là qu'on va regarder avec nos investisseurs et plusieurs d'entre eux vont payer comptant. Ce qui veut dire que le taux d'intérêt n'a pas trop d'impact sur eux, mais on attend encore. Donc, on pense qu'au printemps, probablement que là, on va commencer à faire plus d'investissements avec eux. Parce que tout le monde attend voir dans quelle direction le marché va aller. Donc, s'il y a un segment du marché qui a ralenti, on est en train de préparer l'autre parce que lui va croître. Donc, ça dépend. Si tu veux, on va parler de la loi des modifications du 27 mars de cette année-là, donc 2023. Est-ce que tu peux juste nous expliquer en quelques minutes les modifications qui impactent donc les non-résidents canadiens? Alors, au mois de juin 2022, le gouvernement a voté une loi qui est l'interdiction d'achat d'immeubles résidentiels par des non-Canadiens qui rentre en vigueur le 1er janvier 2023. Et c'était pour une durée de 24 mois. C'est toujours pour une durée de 24 mois. Il y a eu beaucoup de contestations parce qu'on se disait, on fait venir tous ces travailleurs ici au Canada et là, on leur dit, vous ne pouvez pas acheter de propriété et le marché locatif est en pénurie. Donc, on ne s'aide pas du tout. Et le 27 mars, ils ont publié une modification qui faisait en sorte que les gens qui avaient un permis de travail qui était encore valide 183 jours après l'achat de la propriété. Ça veut dire, si j'achète une maison, il faut que j'aie un permis de travail qui soit valide au moins 6 mois de temps après mon achat. Et ça l'a beaucoup aidé, en fait, parce que la plupart des travailleurs qui viennent ici ont ce permis de travail-là, qui va être valide pendant 6 mois, clairement, et ils pouvaient faire l'achat. Une précision, l'interdiction n'est pas sur l'entièreté du territoire, mais bien sur les zones les plus populeuses. Donc, ça n'a pas mis un arrêt total, mais ça nous a forcé justement à vraiment cibler les régions où ces gens-là pourraient investir. C'est quoi l'interprétation, toi, que tu vois par rapport à ça? Donc, si j'ai bien compris, donc cette modification-là, ça impacte pas vraiment les non-résidents parce que de toutes les façons, pour rentrer au Canada, il faut un permis de travail, un permis d'études, il te faut une stabilité. On va parler de la France, ils ont ce qu'on appelle le PVT, donc c'est un permis de travail / tourisme pour 2 ans. Donc potentiellement, ça n'impacte pas réellement les non-résidents, si j'ai bien compris. Oui, mais c'est exactement. On se posait toujours la question, mais pourquoi ils ont fait ça? Après qui est-ce qu'ils veulent aller véritablement? Et on est plutôt d'avis que c'est un geste politique. Parce qu'à cette époque, il faut se rappeler, c'était dans les médias à tous les jours qu'il y avait une pénurie de logements, que les Canadiens ne pouvaient plus acheter, accéder à la propriété. Donc, le gouvernement a pris une cible qui est relativement facile parce qu'elle est non représentée au Canada, que celle des non-Canadiens. Il a dit, fini, vous ne pouvez plus acheter. Donc, c'est un geste politique qui est quand même tempéré par le fait qu'ils ont déjà voté la loi qui va venir annuler cette loi. Donc, on ne pense pas qu'ils vont aller au-delà du 24 mois. Mais voilà, c'est un geste purement politique. Je pense que les gens qui venaient acheter des pieds à terre
Alors, on avait quand même des investisseurs qui venaient acheter des condos, des pieds-à-terre qu'ils utilisaient quelques semaines par année. Le restant du temps, c'était mis en location. Alors, eux ne pouvaient plus le faire sur l'île de Montréal. Il a fallu qu'ils aillent un petit peu plus en région, mais pas sur l'île de Montréal. Alors, eux ont été impactés, mais c'est un petit pourcentage du marché. Donc, j'en conclus, c'est plutôt un geste politique que cette interdiction. Je voulais qu'on parle aussi de l'investissement que tu proposes ou que tu conseilles à tes clients. Disons que voilà, moi j'ai ma sœur qui habite en France. Elle serait, et en plus c'est vrai, donc je pourrais te la référer, mais Oui, avec plaisir. elle envisage voilà, avec son mari de venir habiter au Canada. Comment vous allez, donc un client potentiel, comment vous allez lui montrer voilà, tous les spectres des investissements? Est-ce que ça serait plus de l'achat-revente? Est-ce que ça serait de l'optimisation? En vrai, ça dépend des besoins du client, tu vas me dire, j'imagine. Oui, oui, absolument. Mais je vais quand même te donner une couple de pistes. Alors, c'est vraiment de comprendre son projet. Alors, on a des investisseurs qui disent, je vais venir et moi-même, je vais habiter dans l'appartement le temps que je suis ici. Et là, ça va être vraiment une considération, oui, financière, mais il va y avoir un aspect aussi, est-ce que ça lui plaît à la personne? Alors, habituellement, on est prêt à faire des compromis sur la rentabilité pour être capable de trouver un immeuble qui me plaît, moi, personnellement, pour y habiter. Versus un investisseur qui dit, je ne viendrai jamais, j'achète une feuille Excel et c'est uniquement la rentabilité qui m'intéresse. Et en fait, ça va être le point de départ de cette conversation-là. Pour quelle utilisation allez-vous le faire? Je dis souvent à mes clients que il faut avoir un horizon d'au moins 5 ans pour être capable de dire que ça a valu la peine. Alors, on n'est pas un marché où on achète et 6 mois plus tard, on revend. Ça n'a jamais été le marché de Montréal. Si on a un horizon de 5 ans, ça commence à avoir de l'allure. C'est intéressant, c'est stable, ça prend de la valeur. Justement, l'optimisation, si on est des locataires qui sont là, qui quittent, qu'est-ce qu'on peut faire comme rénovation pour remettre le bien au goût du marché, vraiment aller chercher un loyer qui est intéressant. Il y a toutes ces conversations-là à avoir, mais le point de départ, c'est quel est votre objectif? De ton expérience, est-ce que tu as plus des clients qui seraient plus intéressés sur... il y a beaucoup de gens, beaucoup de Français aussi qui viennent immigrer ici, qui viennent essayer le Québec. En deux points. Est-ce que c'est vraiment centré sur Montréal? Ou ça peut être Québec, ça peut être les alentours de Montréal? Et la deuxième chose, c'était vraiment, c'est quoi ta proportion disons, de type d'investissement? Donc, qu'est-ce qui est plus prôné en ce moment sur le marché? Alors, ta première question, géographiquement, où se situent tous ces beaux gens-là? Il y a 4 ans, je t'aurais dit que les gens qu'on interceptait à travers tous nos modes de communication, disons, c'était à 95% sur l'île de Montréal. Et aujourd'hui, je dirais que c'est à 70% sur l'île de Montréal et l'autre 30%, ça part vers Québec et ça commence à partir vers les régions. Alors, vraiment, le gouvernement québécois a fait beaucoup de démarches, beaucoup de communication, soit auprès des entreprises privées, mais aussi au niveau de ses communications avec la population, pour amener l'immigration dans les régions. Et ça, on le ressent aussi, parce qu'on n'a plus cette demande-là. Et la prochaine étape, c'est justement d'aller chercher des partenaires qui vont faire partie de l'agence, mais dans des régions. Donc, on recrute à Québec un courtier, à Sherbrooke, justement, pour être capable d'accueillir cette clientèle-là. Et on voit la demande qui grandit d'année en année. Alors, je ne serais pas surprise si on se rassit dans 2 ans. Je te dis, Adam, on a 10 bureaux satellites parce qu'il a fallu. Il y avait la demande. Québec, c'est un marché qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Je ne sais pas pour toi, mais même dans ce modèle-là de conciergerie hôtelière, c'est une super belle ville, je trouve. Elle s'y prête facilement à ça. C'est ça. Est-ce que tu as un conseil particulier à donner? Voilà, disons qu'il y a une personne qui veut juste venir habiter au Canada. C'est vrai que la majorité des gens qui veulent changer d'air et qui veulent venir habiter ici, ils se concentrent, comme tu l'as dit, sur Montréal. Toi, d'abord, est-ce que je t'ai jamais demandé, mais est-ce que tu es...
Oui, mais dans le West Island. Okay. Alors, tu sais, tu atterris, quand tu arrives à Montréal, tu atterris à Dorval. Et là, tu vas vers l'est pour aller vers le centre-ville. Et tu peux aller à l'ouest, et c'est tout le West Island qui, on aurait dit que c'est une banlieue parce qu'on a des grands terrains, on a beaucoup de verdure. C'est très anglophone. On est sur le bord de l'eau. Oui, oui, absolument. Très anglophone. C'est ça. Est-ce que tu conseillerais peut-être... Parce que, bon, ça impacte aussi, c'est un impact aussi de la loi, de la modification de la loi qu'ils ont fait sur les non-résidents pour essayer, qu'est-ce que tu en penses, de peut-être prôner plus les régions que le centre-ville, peut-être la gentrification au niveau de Montréal est peut-être surpeuplée de leur point de vue. Moi, personnellement, je trouve pas, mais... Non, je pense pas. Mais tu as raison, peut-être. Mais je pense que la modification du 27 mars est venue régulariser un petit peu cette problématique-là parce qu'ils peuvent acheter maintenant. Mais oui, ce que tu dis, c'est super important parce que la première personne que tu vas rencontrer quand tu arrives au Québec va influencer énormément où tu vas aller t'installer et où tu vas prendre tes racines. Et cette décision-là, elle est probablement beaucoup plus importante que celle de savoir quelle maison je vais acheter, mais de savoir dans quel quartier je vais m'installer. Et ça va dicter, ça va donner le ton à l'expérience d'expatriation. Alors, je le dis souvent à mon équipe, vous êtes probablement une personne, a pivotal person, dans l'arrivée de cette famille-là. Et il faut vraiment bien écouter, savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils imaginent que leur vie sera. Un exemple très concret, c'est si on est gens qui arrivent de Paris, qui disent « Moi, c'est important pour moi de marcher à la boulangerie, de marcher jusqu'à l'épicerie du coin. Vraiment, les commerces de proximité, c'est quelque chose de super important pour eux. » On n'ira pas dans le West Island. Parce que dans le West Island, il faut votre voiture. Et quand vous allez prendre votre voiture, on va au gros centre d'achat Maxi. On achète tout pour les 4 prochains jours et on retourne chez nous en voiture. Par contre, quelqu'un qui s'est imaginé le Canada avec les grands airs, avec les forêts, l'eau, on ne l'emmènera pas au centre-ville. Alors, on n'ira pas sur le plateau. Donc, c'est vraiment important. Et on a développé quelque chose qui s'appelle les tournées découvertes. Alors, ce que tu me posais tantôt, le processus du client qui arrive de la France. Alors, typiquement, ces gens-là, quand ils ont des enfants, vont déménager durant l'été pour que les enfants commencent l'école au mois de septembre. Donc, ils vont venir en visite exploratoire vers le mois de mars-avril. Et pendant cette semaine-là, ils vont se promener avec un courtier et ils vont aller voir les quartiers. Ils vont aller sur la rive nord, la rive sud, Montréal, l'est, l'ouest. Et à la fin de cette semaine-là... Essayer, en fait. Oui. À la fin de cette semaine-là, ils vont pouvoir dire, sais-tu quoi? C'est le centre-ville qui correspond à ce que je m'imagine ma vie va être. Ou au contraire, on va aller à Saint-Lambert sur la rive sud. Donc, il est vraiment importante cette étape-là. Cette visite exploratoire-là, quand on a la chance de la faire, il faut la faire. Bah, personnellement, pour les gens comme ça qui cherchent, tu sais, une vie de quartier, je la trouve compliquée à trouver à Montréal. Je ne sais pas si tu as le même point de vue que moi. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par vie de quartier? Alors, oui, c'est ça la différence. C'est important. Oui, c'est ça. Vie de quartier, je te dirais vraiment, donc descendre de chez soi et voilà, trouver plusieurs commerces, donc quelque chose à proximité à pied. Ça serait minimum, je te dirais, une épicerie, une pharmacie, un métro, vraiment les choses basiques, tu sais. Surtout avec l'hiver qu'on a. Que j'adore d'ailleurs. Moi aussi j'adore pour tous les amoureux de sport d'hiver, etc. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'imagine que tu abordes pour convaincre un client. Mais parce que au point de vue européen, j'ai pas mal voyagé en Europe et surtout Paris, etc. Eux, je voulais vraiment qu'on parle du lien avec la France et HP Associés et le Canada. Mais pour eux, je suis persuadé qu'ils ont très souvent cette question-là à te poser. Eux, ils veulent pas toujours... Parce qu'ils n'ont pas vraiment toujours des voitures en Europe. Ouais. C'est très... ça marche beaucoup. Oui, et ça, c'est vraiment quelque chose... Il faut avoir cette conversation-là dès le départ. Et il faut aller regarder, il faut le voir, parce que le mode de vie, même s'il y a beaucoup de similarités, on partage beaucoup de choses en commun, justement, avec les Français, avec les gens de Paris. Il y a des différences qui sont importantes.
un exemple concret que je donne, là, c'est pas par rapport au commerce de proximité, mais quand même, quand la personne dit, écoute, je vais avoir une voiture, il n'y a pas de problème, je vais me stationner dans la rue l'hiver. Et là, je me dis, ah, ça, c'est parce qu'on est en train d'avoir la conversation à l'été. Parce qu'à l'hiver, je suis certaine que vous aurez une différente idée sur la chose. Parce qu'il faut s'imaginer que l'hiver, les déneigeuses vont passer. Ils vont engloutir votre voiture qui est sur le côté de la rue. Tu leur dis le mot engloutir. Mais je ne sais pas s'ils me croient. Peut-être qu'ils pensent que j'exagère. Et ensuite, quand vous sortez parce que vous avez oublié d'acheter une pinte de lait, il faut déneiger votre voiture, sortir, aller chercher la pinte de lait. Et quand vous revenez, bien, votre espace est pris par quelqu'un d'autre. Donc, il faut déneiger un autre emplacement pour mettre sa voiture. Et quand ça vous aura pris 2h30 pour aller chercher la pinte de lait, peut-être que le prochain logement, on va le trouver avec un espace de stationnement. Mais ça, c'est un exemple concret. Ça, on le vit souvent. Mais c'est sûr que tu dois l'aborder, j'en doute pas. Surtout d'ailleurs, juste une parenthèse, mais les prix des espaces intérieurs, des parkings, des garages, pour être plus français, ils ont, je sais pas si c'est triplé ou quadruplé, mais ces dernières années, c'est devenu quelque chose de très très rare sur le marché. Oui, alors c'est rare, c'est dispendieux. Donc, dans un immeuble à condo, comme dans la Tour des Canadiens, il se loue à 325 $ environ par mois. Donc, je ne dis pas que tous les espaces de stationnement sont à ce prix-là. Non. Évidemment, il y en a des moins chers, mais ça donne une idée de la rareté de l'espace de stationnement. On reste bien sûr on parle bien sûr du centre-ville, Griffintown, Ville-Marie, ça inclut bien sûr le Vieux-Montréal. Revenons sur donc, la relation entre HP Associés et la France, slash aussi client international. Donc, est-ce que tu dirais que HP Associés est vraiment à consonance internationale? C'est-à-dire, est-ce que la majorité, peut-être 70% de tes clients seraient internationaux? Et aussi, est-ce que sur ce pourcentage-là, est-ce que c'est vraiment une grosse majorité française? Très bonne question. Je vais la découper en quelques sous-questions, si tu veux bien. Excuse-moi, c'est vrai que je te pose des questions, mais non, c'est correct. J'essaie de m'en rappeler. Je vais faire une à la fois, parce que j'ai les idées qui me viennent en même temps. J'ai peur d'oublier l'idée. Non, c'est parfait. Alors, je dirais que 75% de nos clients ont, à un moment donné, été un nouvel arrivant ou un investisseur étranger. Puis j'amène cette nuance-là parce qu'ils sont arrivés au Québec. Maintenant, quand ça fait 5 ans qu'ils sont installés au Québec et qu'ils nous rappellent pour vendre leur maison, pour en acheter une autre, on ne les considère plus dans la catégorie des nouveaux arrivants, on les considère comme des locaux maintenant, parce qu'ils sont bien implantés. Donc, je dirais que la nouvelle clientèle qu'on va chercher, elle est à 75 à 85%, c'est des nouveaux arrivants ou des investisseurs étrangers. Mais sur le volume d'affaires de l'agence au complet, je dirais que c'est à peu près moitié-moitié. Parce que justement, on a cette clientèle-là qui, ça fait plusieurs années qui sont déjà arrivées, parce qu'on a assez d'historique dans l'agence, ça fait 15 ans qu'on est là. Donc, voilà. Est-ce que de ça, est-ce que ça découle des partenariats exclusifs ou est-ce que vraiment vous avez bâti avec le temps, sur les 15 ans, un partenariat avec une compagnie, avec quelqu'un, voilà, une affaire ou n'importe qui serait voilà, connu, que ça soit international ou que ça soit aussi montréalais? Local, oui. Alors, les 10 premières années de ma carrière, je l'ai fait à la québécoise sur une poignée de main, une bonne entente et c'est tout. Je n'avais jamais vraiment d'alliance formalisée. Et ce n'est que dernièrement que vraiment on a commencé à formaliser ces ententes-là, justement dire, écoute, on va faire quelque chose qui va être durable dans le temps. On a des alliances à l'extérieur du pays, on a des alliances qui se font ici. Notamment, on a la grande chance de travailler avec les Canadiens de Montréal. Donc, on s'occupe de tout leur volet logement, que ce soit pour les nouveaux joueurs qui arrivent, les échanges, peu importe, on est leur point de contact. Et ça a été fantastique, en fait, parce que c'est des mises en relation qui sont exponentielles. Donc, ça a été vraiment un privilège d'être choisi par les Canadiens de Montréal. Je crois qu'on a travaillé sur ce compte-là
un bon 2-3 ans avant de justement avoir l'opportunité de travailler avec eux puis de montrer ce qu'on était capable de faire. Ben, est-ce que tu peux, j'aimerais bien qu'on détaille un peu ce partenariat-là. Euh, Est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu le processus pour que les gens comprennent c'est quand même très prestigieux, c'est l'équipe de sport, l'équipe de hockey la plus connue mondialement, euh, l'équipe de sport la plus connue au Québec, ça c'est sûr, et l'équipe de hockey qui a gagné le plus de titres, On le va le plus de dire, Stanley c'est les Cup. meilleurs. On va dire depuis 93, on va dire que c'est compliqué. Mais oui, ça reste très très prestigieux. Oui. Donc je t'en prie juste peut-être nous détailler un peu. Alors, quand ils ont justement... je vais te donner l'exemple. On a commencé à vraiment travailler avec les Canadiens de Montréal au début de la COVID, quand ils avaient leurs joueurs qui arrivaient pour les camps d'entraînement et ils devaient être isolés. Donc, il a fallu qu'on aille louer une quarantaine de condos pour ces joueurs-là, s'assurer que tout était désinfecté, aller faire l'épicerie pour ces 40 joueurs-là. Il a fallu qu'on loue un camion de déménagement. En tout cas, ça a été une belle histoire, ça a été le fun, tout le monde s'est mis la main à la pâte. Et voilà, c'était de préparer, d'avoir les équipements d'entraînement qui étaient dans les condos qui les attendaient, de faire l'accueil des joueurs, ceux qui réussissaient le camp d'entraînement puis qui allaient poursuivre soit avec le Rocket de Laval ou avec les Canadiens, de trouver des habitations long terme pour eux autres. Au courant de l'année, quand il y a des échanges qui se font, ils vont nous appeler justement pour les loger et après ça, on les aide pour le logement permanent. Alors voilà, c'est une belle opportunité. On est vraiment très contents. C'est très... les Canadiens de Montréal, parce que je m'y connais un peu sur le volet sportif, mais je sais que c'est beaucoup aussi des contrats. C'est pas vraiment des contrats de bail de 12 mois. C'est beaucoup une clientèle qui recherche des appartements meublés. Donc la saison, elle dure à peu près 8 mois. Il y a aussi une période de transfert où on peut les Canadiens peuvent avoir des nouveaux joueurs qui arrivent en hiver. Mais tu connais bien quand même, Adam. Le sport, c'est vraiment mon domaine. Mais ça reste vraiment un domaine que j'apprécie particulièrement. J'avais travaillé aussi avec une courtière à toi, chez Rianne. Oui. Qui s'occupait, je me rappelle, beaucoup c'est vrai. Oui, c'est elle qui était attitrée au compte, c'est vrai. Elle s'attitrait aux joueurs des Canadiens, donc elle me parlait, elle essayait de voir si j'avais aussi de mon côté des appartements meublés. Est-ce que tu dirais que c'est vraiment une clientèle qui cherche, les joueurs des Canadiens, qui cherche quelque chose de très flexible, peut-être pas court, mais moyen, longue durée? Oui, alors c'est là où est-ce que le réseau devient super important. Parce que quand tu es en pénurie de logement, que tu arrives, tu dis, écoute, j'ai quelqu'un qui aurait besoin d'avoir un bail de 9 mois, avec la possibilité d'extensionner s'ils font les séries, et on va vous donner un avis de 10 jours si on a besoin d'extensionner. Ça ne plaît pas nécessairement à tous les propriétaires, et c'est pour ça qu'on s'est constitué une base de condos, que les propriétaires sont probablement des grands fans du Canadien aussi, et volontiers qu'ils vont louer leur appartement aux joueurs. Donc, on a vraiment une région géographique assez serrée dans laquelle on sélectionne les condos. Souvent, ça vient de notre propre inventaire qu'on gère. Parfois, on fait appel à l'inventaire d'un autre gestionnaire qu'on sait qu'il maintient au niveau de la propreté, de l'entretien aussi bien que nous. Donc, on fait confiance que ça va bien se passer. Mais oui, fait que c'est vraiment une question de réseau. Et aussi, les appels rentrent peut-être 24 heures avant. Donc, habituellement, c'est très dernière minute. On va peut-être avoir un heads-up. Heidi, sache que la date limite, c'est le 5 du mois prochain. Donc, aie ton équipe sur le stand-by. Puis, bien franchement, les courtiers sont heureux de prendre ces comptes-là. C'est toujours agréable. Mais ça fait un relationnel extraordinaire. Tu connais... c'est qui votre personne ressource au Canadien? Je suis curieux de savoir. Ah, ça, tu le couperas dans ton affaire. Ah, ça, on le dira. Ça, c'est le secret des dieux, ça. On le dira off caméra. Oui, c'est ça. Alors, question secondaire. Oui. Est-ce que tu aurais, je sais pas, une histoire qui sort de l'ordinaire avec un joueur, peut-être une demande particulière qu'il voulait, quelque chose qui te passe par la tête par rapport à... Alors, c'est pas que c'est quelque chose de particulier qui s'est passé,
mais c'était la réaction de ce joueur-là était tellement belle. Alors, vous savez, quand Cole Caulfield est arrivé à Montréal, il est arrivé à 11h le soir, il est atterri à Dorval, il a loué son auto. Je l'ai rencontré dans le lobby de la bâtisse dans laquelle on allait louer son condo. Et il était comme un enfant. Je voyais mon fils, pratiquement. Il était tellement excité, puis il disait « I can't believe this is happening. I'm so excited. I can't believe this is happening. It's surreal. » Et c'était tellement un moment de joie pure que ça m'a toujours resté dans l'esprit, que malgré tout, c'est des jeunes. Ils étaient vraiment jeunes. Et c'était son rêve qui se réalisait. Fait que c'était de regarder, assister au rêve de quelqu'un se réaliser, c'était magnifique. Quand tu vois par rapport à la perception du joueur, c'est vrai, quand tu te mets à sa place, ça reste quand même des... ils arrivent... Cole Caulfield, c'était au niveau du repêchage, donc il avait peut-être 18 ou 19 ans. Il était tout jeune. Ou 20 ans dans ces eaux-là. Donc c'est vrai que ça reste très impressionnant. Pour enchérir sur ça, comment tu structures ton équipe pour ce genre d'événement? Tu nous avais parlé que tu avais loué un camion pour les épiceries. Est-ce que c'est vraiment un service clé en main que tu donnes à ce genre de clients très privilégiés? Oui, absolument. Il faut vraiment le voir comme la conciergerie. Qu'avez-vous de besoin? Et avez-vous pensé à cela aussi? On peut également vous l'offrir. Et c'est ça la solution. C'est de dire, écoute, I know everything you've thought about and everything you haven't thought about. Et tout est déjà organisé. Oui. Et là, je vous cacherai pas que dans mon équipe, c'est toujours excitant de savoir qui va pouvoir accueillir les joueurs. Est-ce que tu tires à la courte paille ou... En fait, c'est vraiment une récompense de pouvoir travailler avec les joueurs des Canadiens. Donc, on regarde dans l'équipe qui on veut remercier. Qui est-ce qui vraiment a fait un effort extraordinaire, vraiment cette attention-là à la relation client. Donc, Sherry-Ann, à l'époque, était excellente. Voilà, mais on alterne. Pour donner la chance pour donner une récompense à tout le monde. Oui, est-ce que tu dirais que c'est fréquent? Pas pendant l'été, parce que c'est la saison morte. On joue pas du hockey pendant l'été. Donc ça va rester sur une période de septembre, octobre. Alors, au mois de juillet, il y a un camp d'entraînement où les plus jeunes aussi, avec le Rocket, tout ça, vont venir. Donc, il y a un petit boom durant l'été. Et après ça, vers le mois d'octobre, justement, comme tu parles. Et parfois, c'est à la pièce aussi qu'ils vont venir durant l'année. Mais ça, c'est des plus gros transferts qui vont se passer. On arrive bientôt à la fin du podcast. Déjà? Déjà, ça passe vite. Oui. Mais je voulais juste, pour les dernières questions, ça va être vraiment des questions qui reviennent souvent assez classiques. On va mettre juste l'emphase sur tes acheteurs-vendeurs, ta clientèle. Est-ce que tu aurais un conseil, quelque chose en particulier à leur donner, donc avant d'acheter leur première propriété, ou même un vendeur, voilà, un investisseur immobilier qui arrive de l'étranger, qui veut vendre sa première propriété sur le marché actuel? Est-ce que tu aurais quelque chose à dire? Surtout pour les gens qui viennent de l'extérieur, qui ne connaissent pas comment le système québécois fonctionne, de véritablement comprendre comment le système de courtage fonctionne, qui est très différent du système qu'on voit en France. Alors, tu sais, en France, on rentre dans une agence immobilière, on voit leur inventaire, on va dans une autre agence, on voit leur inventaire. Tandis qu'ici, toutes les agences travaillent en collaboration ensemble. Donc, un acheteur va choisir son courtier collaborateur qui va le représenter, qui va pouvoir lui montrer l'ensemble des propriétés qui sont en vente via centris.ca. Et ça, c'est une différence fondamentale qu'on répète toujours à nos clients français, parce qu'ils ont toujours le réflexe d'aller sur Centris et de contacter l'agent inscripteur. Et c'est là où vraiment il faut comprendre cette nuance-là. On ne contacte pas le courtier inscripteur, on se choisit un courtier collaborateur qui va nous représenter. Ce serait vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner, parce que les rôles sont vraiment très distincts et c'est habituellement, c'est le premier réflexe qu'il faut corriger quand on arrive dans un nouveau marché. Je dirais ça. Donc ne pas faire attention aux courtiers inscripteurs,
ou plutôt magasiner son courtier avant de magasiner sa maison. OK. C'est vrai que c'est un réflexe que les gens font pas. Oui. Ça veut dire qu'ils vont d'abord aller sur une plateforme, que ce soit Centris ou Realtor, etc. Parce que c'est sûr que dans un premier réflexe, tu vas essayer de trouver, te faire une liste, voilà, les propriétés. Et ensuite, au deuxième abord, tu vas voir qui est le courtier et ensuite tu le contactes. Donc, toi, ton idée, ça serait plus ton conseil. Oui, mais c'est une très bonne idée de regarder sur Centris, voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais après, vraiment faire des recherches, demander à votre réseau. Vraiment, comme je dis, il y a beaucoup de webinaires, il y a vraiment une foule d'informations. Et trouver le courtier qui vraiment s'enligne avec vos valeurs, qui s'enligne avec votre profil pour qu'il puisse vous accompagner. Vraiment, c'est le premier bon réflexe à avoir dès le départ. De toute façon, le courtier inscripteur, s'il voit un acheteur qu'il contacte qui n'est pas représenté par son propre courtier, doit lui conseiller de se faire représenter par son propre courtier maintenant. Et c'est là où on parlait un peu plus tôt que la loi a beaucoup changé dernièrement, et ça, c'est un des changements majeurs qui était. OK, parfait. On a parlé, au début, on avait parlé des défis qui se présentaient à l'agence. Entre autres, voilà, tout ce qui s'est passé autour du marché actuel, etc. Est-ce que tu vois un challenge ou un risque à l'avenir et comment tu pourrais l'adapter par rapport à la situation? Alors, toujours. Ma réponse, c'est qu'il y a toujours des défis à chaque année. C'est juste qu'ils changent de nom. Mais je vous avoue qu'on a passé à travers la COVID, les frontières qui étaient fermées. Ensuite, on a eu l'interdiction d'achat par notre clientèle qui ne pouvait plus acheter. Mais à chaque fois, on a trouvé une opportunité qui, en fait, nous a fait grandir davantage. Donc, la COVID est arrivée, on s'est vraiment mis dans les webinaires, qui a été un effet exponentiel pour l'agence. Après ça, il y a eu l'interdiction. On s'est vraiment mis dans la location, qui nous a amené un plus grand bassin de clients. Alors, je touche sur du bois, le défi de 2024, mais je suis confiante qu'on va réussir à trouver un angle pour s'en sortir. La location, on n'en a pas parlé pendant la première heure, mais la location, est-ce que vous avez mis vraiment, si j'ai bien compris, vous avez vraiment mis l'emphase sur la location plus que la vente ces derniers temps? Je dirais qu'on a toujours fait de la location, mais on n'a pas souvent communiqué sur la location. Okay. Et maintenant, on a commencé à communiquer sur la location qui nous a amené plus d'achats et plus de ventes. Alors, je me suis dit, j'ai toujours cru énormément à la location, où beaucoup de maisons de courtage ne sont pas intéressées par la location. Mais c'est un vecteur extraordinaire de communication. Ça crée de l'activité dans votre agence, ça crée du relationnel. C'est vraiment fantastique, la location. Fait que je dirais que c'est ça, c'est qu'on communique davantage sur la location maintenant. C'est aussi un point, c'est peut-être moins effrayant pour les gens qui viennent de l'étranger de peut-être d'abord louer, voir si voilà, la ville, le quartier, l'atmosphère leur plaît, et ensuite potentiellement acheter. J'imagine que tu mets l'emphase aussi sur ça. Oui, et j'irais rajouter un autre point. Tu sais, tantôt, quand on disait c'est tellement important de choisir son quartier avant de choisir sa maison, c'est la même chose pour la location. Alors, il ne faut pas prendre le choix du quartier à la légère parce que c'est juste une location. Parce qu'imagine que beaucoup de ces familles-là viennent avec des enfants. Et les enfants vont aller à l'école du quartier. Donc, ils vivent une première expatriation quand ils arrivent au Canada. Et là, si l'année suivante, on décide d'acheter une propriété dans un autre quartier, ils vont vivre une deuxième expatriation parce qu'ils vont nécessairement changer d'école encore. Donc, c'est beaucoup de changements dans la vie d'un enfant, ça. Donc, le choix du quartier est vraiment important, qu'on achète ou qu'on loue. J'ai rien à rajouter. OK. Alors, c'était parfait. Peut-être juste sur ton point de vue personnel, oui. Est-ce que tu vois, comment tu vois l'agence se développer dans les 5 années à venir? Quel futur tu vois pour l'agence? Est-ce que tu voudrais peut-être développer plus une section, peut-être chercher d'autres partenariats comme les Canadiens de Montréal, par exemple? Quelle belle question, ça! Et c'est le sujet de toutes les conversations dernièrement à l'agence, justement, où on veut aller dans les 5 prochaines années. Ça tombe bien. Donc, une des premières choses, ça va être justement la régionalisation de notre offre. Parce que les gens ne sont plus uniquement sur l'île de Montréal.
on va en région, on va à Québec, pardon. Donc ça va être important. Après ça, les alliances qu'on fait justement avec les compagnies de relocalisation, vraiment de resserrer ces alliances-là pour qu'on soit mandaté pour tout ce qui s'appelle le logement pour la majorité des compagnies de relocalisation. Et notre département de gestion de propriété, également, on veut le développer. Donc, il y a 3 axes qu'on va cibler pour les 5 prochaines années. Pardon. C'est la fin du podcast. Je tenais à te remercier tout particulièrement. Si vous avez des questions, si vous êtes intéressé à poser davantage d'interrogations à Heidi, je mettrai de toute façon son contact en bas de la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, nous donner des commentaires, des feedbacks, c'est toujours apprécié. On se revoit pour un prochain épisode et merci à tous.